Merci. Alors, je vais faire des parallèles avec ce qu'ont dit mes collègues avant, hein, parce que c'est un travail d'équipe avant tout, hein, où on a des étudiants, on a un certain nombre de collègues qui travaillent, des publications, etc. Donc, tout un ensemble, hein, dont je fais le bilan, qui s'inscrit sur 5-6 ans, hein, de travail. Et donc, un travail qui a aussi le même sens que ce qui a été dit pour les deux conférences précédentes, c'est que nous, on pense qu'aujourd'hui, on est dans des modes de mobilité polluantes qui ne sont pas vertueuses, notamment tous les modes carbonés qui contribuent à la pollution de l'air. On pense aussi que certaines pratiques, notamment celle de la voiture, c'est pas sain du tout parce que ça contribue à de la mobilité, certes, mais à de l'immobilité physique. Et donc, on pense qu'on peut progresser et qu'on peut aller vers des mobilités qui sont complémentaires, c'est-à-dire qui utilisent des modes vertueux, à savoir le rail, par exemple, pour des distances moyennes ou longues, voire des distances périurbaines, et puis qui peuvent être complémentaires de mobilités actives comme la marche, comme le vélo, etc. Et donc, ça rejoint tout à fait les deux précédentes conférences. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces questions avec la SNCF, parce qu'évidemment, la SNCF a tout un tas de services de stratégie, de prospective, et donc qui vont réfléchir à la manière de faire évoluer le système, donc d'un système, je dirais, qui est un système ancien de transport, vers un système qui est un système de mobilité. Et donc, on a été amené à regarder un petit peu tout ça avec différentes approches dont je vais vous faire part. Alors, d'abord, je crois que ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur le sens de cette collaboration, et c'est une logique d'apport mutuel, des apports pour l'université, parce que l'entreprise SNCF va accueillir nos étudiants en stage, en projet collectif, en alternance, et donc certains vont apprendre les métiers de l'aménagement du territoire, du développement local, de la géographie, et donc vont ensuite être embauchés dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises qui travaillent sur ces thématiques de mobilité. Et on a une de nos étudiantes doctorantes ici qui en est l'exemple vivant, puisqu'elle est embauchée au SMTC. Et donc, ensuite, c'est l'acquisition de savoir et de savoir-faire pour les étudiants et aussi pour les enseignants, parce qu'on est au contact d'ingénieurs, on est au contact de personnes qui détiennent d'autres savoirs que les nôtres, et donc c'est extrêmement enrichissant. Et puis, on va avoir donc tout cet ensemble qui va être très, très vertueux pour l'université. Et puis ensuite, pour la SNCF, alors, on pourrait dire la SNCF, son principal objectif, c'est de faire rouler des trains, mais ça serait extrêmement réducteur. Et donc, en fait, on va avoir un champ d'investigation pour cette entreprise où elle va utiliser les compétences des géographes et donc que l'on ne trouve pas forcément à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout ce qui est de l'ordre des diagnostics territoriaux, tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement du territoire, du développement local, ce n'est pas la fonction première de ce qu'on va trouver dans l'entreprise, où on va avoir des exploitants. Et donc, on va lui apporter un autre regard et un certain nombre d'éléments d'analyse. Et donc, c'est la possibilité aussi de visiter un sujet d'aménagement, un sujet de développement local, donc avec un œil extérieur, avec un œil scientifique, et donc avec une certaine objectivité. Et puis à la fin, quand on rend nos rapports, quand on rend nos publications, donc c'est d'avoir des résultats opérationnels, valorisables, donc qui peuvent constituer des outils de dialogue avec les collectivités locales, qui peuvent permettre des décisions stratégiques à l'intérieur de l'entreprise, et je vous en montrerai des exemples. Alors du coup, on va utiliser pour ça une méthodologie qui est une méthodologie d'approche géographique, qui est toujours un petit peu la même, où on va partir de diagnostics de territoire, c'est-à-dire des diagnostics sur la manière dont fonctionne le territoire, du point de vue de la démographie, du point de vue des activités, du point de vue des mobilités. Et donc, on va commencer par réaliser un état des lieux, un diagnostic de ce territoire, un état zéro. Et puis ensuite, on va interroger les acteurs, donc via des enquêtes auprès des habitants, via des ateliers participatifs auprès de la population et auprès des acteurs locaux.
On va également faire œuvre de parangonnage pour aller voir ailleurs quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les idées, les bonnes idées à prendre sur d'autres territoires comparables à ceux que l'on étudie. Et puis donc ensuite, on va travailler à des propositions d'action que l'on va décliner avec des scénarios qui tiennent compte des possibilités d'investissement, qui tiennent compte de différentes temporalités. Alors, tout cela autour de différents axes de travail. D'abord, on s'est beaucoup interrogé sur différents types d'espaces, notamment les lignes non circulées, puisque c'est tout un patrimoine où les trains ne circulent plus, donc il faut s'interroger sur ce que l'on peut en faire. Et souvent, la facilité, ça serait de les délaisser complètement. Or, il y a des possibilités. L'utilisation et la valorisation des gares. Aujourd'hui, la gare en tant que lieu n'est plus seulement l'endroit où on prend le train, mais c'est un endroit de service au sens très large, où on peut développer toute une offre servicielle qui va avoir tendance à faire venir les gens à la gare et donc tendance à leur faire prendre le train et donc avoir une démarche vertueuse. Et puis, le chemin de fer, c'est quelque chose d'ancien et donc on travaille aussi autour de la valorisation patrimoniale parce qu'on est, par exemple, dans le monumental, autour d'ouvrages d'art, autour de gares, et autour de bâtiments, etc. Et donc, il faut s'interroger sur ce que l'on peut en faire et sur la manière dont on va les conserver. Et enfin, nous, géographes, un de nos fers de lance, c'est la cartographie. Donc, on produit un certain nombre de travaux cartographiques et de recherches cartographiques pour la SNCF. Donc, tout ça dans des processus qui sont imbriqués, des travaux avec les étudiants, de la recherche-action sur commande de la SNCF, des publications et des séminaires qui peuvent être des séminaires internes à la SNCF où l'université est présente ou des séminaires plus grand public où l'on va réunir des collectivités locales et de différents acteurs qui travaillent sur ces thématiques un petit peu comme aujourd'hui. Alors, je vous donne maintenant une série d'exemples par rapport à ça. Donc, vous voyez par exemple ici une étude sur une ligne non circulée, qui est la ligne de La Pérouse à Volvic, donc qui est dans les Combrailles et qui desservait des petites villes comme Saint-Gervais, Châteauneuf, les Ancises, Saint-Éloi-les-Mines. Et donc, en fait, arrêt des circulations il y a une dizaine d'années. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ce linéaire? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors, avec des grands ouvrages, par exemple, comme le viaduc des Fades, et puis tout un linéaire, toute une partie que l'on ne peut pas laisser en friche, que l'on ne peut pas laisser à l'abandon. Et donc, on va chercher à le valoriser. Donc, on va faire des études à différentes entrées pour voir un petit peu les axes de valorisation, par exemple via le tourisme et des vélorails, via des voies vertes, via des cheminements doux. Et donc là, on va on va transformer le mode ferroviaire lourd en un mode alternatif qui va favoriser les déplacements, mais qui va favoriser des déplacements également liés à des déplacements actifs. On va favoriser le patrimoine, comme le viaduc des Fades, etc., etc. Donc, toute une étude de valorisation autour de ces lignes pour qu'elles ne soient pas dans des processus d'abandon comme on le vivait avant, mais qu'elles soient dans des procédures de transformation de leur utilité. Alors, autre exemple, une gare qui est celle de Felletin en Creuse. Et donc, Felletin, petite ville avec une petite gare qui est encore desservie par les TER, peu desservie, mais desservie. Et donc, l'idée des élus de Felletin et des acteurs de Felletin, c'est de recentrer une partie de l'activité autour du quartier de la gare et donc de valoriser ce quartier pour y faire venir les gens, pour que les bâtiments ne restent pas inutilisés, pour qu'on trouve de l'intermodalité. Et donc là, notre approche, elle est sur ce diagnostic de territoire dont je vous parlais, et puis l'exemple, vous voyez, d'ateliers d'acteurs que l'on réunit, que l'on fait travailler, que l'on fait crayonner sur des projets d'urbanisme, sur des projets d'aménagement, etc., avec l'idée que les choses peuvent partir des habitants, que ça
peut être un processus endogène, hein, où on réunit les gens, où on les fait rechercher qui seraient les solutions qui leur conviendraient. Parce qu'on est convaincu que ces solutions, elles seront plus efficaces que si elles viennent de quelques décideurs qui plaquent sur un territoire telle ou telle action. Et donc, voilà des exemples de ce qu'on fait dans la phase de diagnostic. Vous voyez, donc on va assez loin dans ces diagnostics qui sont complets. On part, par exemple, sur des espèces végétales, sur l'inventaire du patrimoine ferroviaire, sur des études de matériaux, sur bon, tout un tas de choses hein, pour avoir un diagnostic extrêmement précis. On fait ensuite des scénarios d'utilisation des lieux en déterminant quels peuvent être les enjeux, quels sont les objectifs que l'on a déterminés, hein, pour que ensuite ces études-là permettent aux élus de prendre leurs décisions. Alors, deuxième exemple, un endroit que vous connaissez bien, c'est la gare de Saint-Germain-des-Fossés. Alors, Saint-Germain-des-Fossés, c'est une gare qui a un grand vécu historique, qui a été une gare de bifurcation, de correspondance, etc., et puis qui a perdu beaucoup de sa vocation et du coup beaucoup de sa superbe. Et donc là, l'entité qui gère une grande partie de la gare, qui est une sous-entité de la SNCF qui s'appelle Gare et Connexion, donc a souhaité voir comment on pouvait réutiliser ces emprises, réutiliser ces lieux. Alors, c'est des lieux toujours utilisés par la circulation des trains, on y passe, il y a beaucoup de choses, mais ce sont des emprises immenses. Et donc, comment faire pour les valoriser alors qu'elles sont dans des phases, pour certains bâtiments, d'abandon très avancé. Vous voyez en haut, par exemple, il y a le buffet de la gare qui est complètement désaffecté. Et donc là, le travail, il se fait avec les élus encore et les acteurs du territoire. Et donc l'idée, c'est de retrouver des affectations à ces bâtiments, de retrouver des fonctionnalités nouvelles pour valoriser la gare et au-delà, pour faire revenir les gens ou faire venir les gens dans les trains. Donc on fait des diagnostics très élargis tout autour de la gare. Et puis, donc après, on détermine des sous-lieux par rapport à cette gare. Hein, c'est le schéma que vous avez en haut à droite. Et puis donc, dans chacun de ces sous-lieux identifiés, on prévoit les actions que l'on pourrait mener, donc avec des objectifs, une description de l'action, et puis la manière dont on peut passer à l'action de manière financière avec des estimations, etc. Donc l'idée de Gare et Connexion, de la SNCF, c'est de livrer clé en main un certain nombre d'outils aux élus, aux acteurs locaux, pour pouvoir redonner une seconde vie et partir donc vers des orientations très actuelles. Vous voyez, par exemple, l'idée de Saint-Germain-des-Fossés, on a une grande voie verte qui va longer l'Allier, qui est en cours de fabrication, hein, voilà. Et donc, l'idée, c'est de commuter cette voie verte pour des migrations pendulaires, parce que Saint-Germain-des-Fossés-Vichy, par exemple, c'est pas loin en vélo, hein, ça peut se faire, de commuter pour du tourisme, éventuellement de transformer un certain nombre de locaux en gîtes. Et on peut imaginer, par exemple, que le voyageur parisien qui désire passer une semaine en Auvergne, il arrive à Saint-Germain, il chemine sur la voie verte, il trouve un hébergement à proximité de la gare. Vous voyez, c'est un système vertueux et alternatif qui, petit à petit, peut se mettre en place à partir de ces propositions. Dans le même domaine, mais sur d'autres territoires, on a travaillé par exemple sur le périurbain clermontois. Alors là, on est dans des problématiques de migration pendulaire, de mobilité du quotidien. Les gares sont sous-employées. Et donc là, c'est pareil, on va réaliser des diagnostics précis des flux et donc des diagnostics précis des lieux et donc faire un certain nombre de propositions. Là, c'est l'exemple de la gare de Vertaison, hein, donc dans l'Est clermontois, et faire un certain nombre de propositions d'aménagement pour fortifier l'usage du ferroviaire. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'inventaire du patrimoine. Alors, l'inventaire et la valorisation du patrimoine ferroviaire, c'est peut-être pas évident
dans l'esprit des gens. On pense, quand on parle patrimoine, à des églises, à des châteaux forts, mais le patrimoine industriel a beaucoup de sens et les anglo-saxons en ont pris conscience bien avant nous. Nous, c'est une prise de conscience tardive, mais réelle. Donc, ce patrimoine, on peut le sauvegarder, mais encore faut-il le valoriser. On ne peut pas le mettre sous cloche. Et donc, tout ce patrimoine industriel, il est vaste sur le réseau SNCF. Et donc, ça peut être des ouvrages d'art, ça peut être des locaux techniques, ça peut être des gares, etc. Donc là, je vous ai pris l'exemple de quelque chose qui ne viendrait pas immédiatement à l'esprit. C'est un poste d'aiguillage. Donc, il y a eu à l'échelle nationale un inventaire des postes d'aiguillage patrimoniaux. Et donc, l'idée, c'est comment on valorise ça. Un poste d'aiguillage, ça ne parle pas à grand monde, a priori. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir une approche technologique, une approche patrimoniale, et de l'intégrer sur le territoire. Donc, l'intégrer sur le territoire, c'est l'intégrer, ici c'est à Millau, donc l'intégrer dans des circuits patrimoniaux qui existent déjà sur des tas de domaines. Par exemple, Millau, c'est la ville des tanneries, qui sont d'autres patrimoines industriels, où il y a déjà des circuits établis, donc on peut compléter les circuits. Et puis ensuite, c'est rendre accessibles les lieux, donc avec des aménagements locaux, des aménagements qui permettent de rentrer dans le domaine ferroviaire de manière accessible et sans danger pour les visiteurs. Donc, on a travaillé sur plusieurs postes d'aiguillage comme ça avec un de mes collègues. Et donc, on rend des études à la SNCF qui, après, donc, peut travailler à ces processus. Donc, il y a plusieurs postes d'aiguillage aujourd'hui en France qui sont valorisés et qui sont accessibles au public, soit en permanence, soit de manière épisodique, par exemple pour les journées du patrimoine. Il y en a un à Lyon-Perrache, par exemple, qui est aujourd'hui visitable. Donc voilà un autre exemple donc, d'un autre poste sur lequel on a travaillé, qui est Saint-Denis-près-Martel dans le Lot. Donc, même approche et donc même politique de conservation d'un élément technique au sein d'une petite gare qui elle-même est patrimoniale. Alors, valorisation, autre exemple, un ouvrage d'art, le pont de fer à Moulins. Donc, à un moment donné, cet ouvrage n'a plus de vocation ferroviaire. Et donc, l'idée, c'est de savoir ce que l'on en fait. Alors, c'est un grand ouvrage métallique qui traverse l'Allier. Il est intéressant parce qu'il est en milieu urbain. Il est intéressant parce qu'il offre un franchissement de la rivière alors qu'il n'y a qu'un seul pont routier. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en communication les deux rives de la ville, mettre en communication pour des modes doux. Et donc, on va connecter les quartiers et on va participer non seulement à la conservation de l'ouvrage, mais on va participer à l'évolution des mobilités vers des mobilités actives, puisque ce qui n'était pas possible de faire avant, à savoir passer d'un quartier à l'autre autrement qu'en voiture, on va pouvoir désormais le faire et donc avoir cette connexion intéressante. Et on peut imaginer, et c'est ce qui se passe, puisque c'est ouvert maintenant, on peut imaginer des petites migrations pendulaires en vélo ou à pied, de part et d'autre de la ville. Et c'est ce que disait Martine, des petits moments de marche ou des petits moments de vélo, si c'est 10 minutes et 10 minutes, c'est déjà très intéressant. Voilà, donc en fait, toujours pour cueillir cette valeur patrimoniale, on a aussi tendance à l'intégrer dans des circuits où on en profite pour faire des inventaires patrimoniaux ferroviaires et participer à la sauvegarde de ce qui nous paraît intéressant. Donc, ces diagnostics, on va assez loin en principe. On fait un diagnostic par segment avec à chaque fois le contexte, les enjeux, les objectifs, et on fait des propositions d'aménagement, donc qui sont assez précis, souvent qui vont jusqu'à des matériaux ou des propositions de cheminement dans l'emprise ferroviaire. Et donc ça, c'est un livrable que l'on fait à la SNCF. Et la SNCF, après, ça lui permet
de négocier avec les collectivités locales, de trouver les bons montages juridiques, les bons montages financiers, des bonnes conventions de portage. Et donc, c'est quelque chose qui débouche. Et aujourd'hui, alors ces études-là, on les a menées il y a 4 ans, 5 ans, et celle-là. Et donc, aujourd'hui, l'ouvrage est en service pour les modes doux. C'est fait. Voilà. Autre exemple de ce que l'on fait, c'est de la cartographie. Les géographes, c'est notre fonds de commerce, les cartes. Et donc, on produit des cartes. Là, c'est des cartes pour la direction TER. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens vers le train et donc de les amener hors de leur déplacement de travail. Alors, par exemple, en faisant découvrir différents milieux le week-end ou pendant leurs vacances, et de leur montrer qu'à partir des gares, à partir du train, eh bien, on peut découvrir tout un tas de choses, on peut aller visiter tout un tas de lieux sans avoir recours à d'autres modes que le train, plus son vélo, plus ses jambes. Et donc, on pense que c'est de nature à favoriser un usage alternatif à la voiture, donc avec l'idée que des randonneurs, etc., vont pouvoir être dans cette démarche, surtout aujourd'hui où il y a une véritable fibre, véritable préoccupation environnementale de la part de beaucoup de gens en se disant bon, je vais essayer de faire mieux, comme on peut le voir dans le domaine des déchets ou dans tout un tas d'autres domaines. Autre exemple de ce qu'on fait, on fait de la cartographie de sécurité pour les agents de SNCF Réseau. Donc, en fait, quand les agents se trouvent sur les lignes, il faut qu'ils soient protégés en permanence. Et pour être protégés, il faut qu'ils aient conscience du danger. Et donc, le danger, c'est la vitesse à laquelle roulent les trains, c'est la manière dont ils circulent sur les voies, c'est la manière dont ils évoluent dans les gares. Et donc, on va produire des petits fascicules, département par département, pour montrer, pour que les agents les aient en poche, pour qu'ils aient toutes les informations in situ lorsqu'ils se déplacent. Alors, ils l'ont en version papier, et puis il y a une version, on a développé via des tablettes ou des téléphones portables, on a développé des modèles en ligne, évidemment, de cartographie interactive qui peuvent être consultés directement. Donc, et c'est redondant, puisque si son téléphone n'a plus de batterie, il faut quand même avoir le document en secours. Et puis, donc tout ça, on le valorise. On le valorise en collaboration avec la SNCF via des séminaires. Alors, des séminaires sur la valorisation du patrimoine avec des acteurs locaux. Donc, on explique que le résultat de nos recherches auprès d'élus, auprès d'acteurs locaux. Donc, ici, par exemple, un séminaire qui a eu lieu à Dijon il y a 4 ans, 5 ans, et donc pour montrer comment on pouvait valoriser le patrimoine ferroviaire, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et donc quels étaient les leviers d'action et quelles étaient les possibilités par rapport à l'évolution vers des modes doux et les possibilités pour rattraper aussi des années où on n'a rien fait. Hein, voilà, parce que laisser tout ce linéaire sans rien en faire, c'est vraiment dommageable, alors qu'aujourd'hui, il y a des traversées de régions entières, des traversées de villes, etc., où l'on peut faire un certain nombre de réemplois. Et puis, donc, des séminaires, donc, un autre que l'on a fait sur ces lignes non circulées à Clermont-Ferrand il y a 2 ans. Et donc, en fait, là, des séminaires aussi internes à l'entreprise, parce que, je vous le disais au début, dans l'entreprise, beaucoup ont la préoccupation de faire rouler des trains, ce qui est bien, mais cette approche-là, elle est un petit peu nouvelle et tout le monde n'a pas conscience que le chemin de fer, il a plein de possibilités, y compris sur du linéaire qui n'est plus utilisé. Donc, vous voyez là, c'est l'exemple d'une ligne qui est entre Brioude et Saint-Flour, où on a converti l'ancien linéaire ferroviaire en cave à fromage pour mûrir du Cantal. Et donc un usage un peu inattendu, mais qui est particulièrement efficace selon ce qu'en disent les fromages.
Et puis, des publications, évidemment, en finale. Donc, tout ça, on le valorise avec des publications qui donnent une lecture au grand public de tout ce qui se passe, et notamment sur ces aspects de patrimoine, donc des articles, des livres. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter pour vous montrer que la recherche-action, c'est intéressant, hein, et qu'on a une vraie complémentarité possible entre l'université et des acteurs du territoire et des entreprises publiques ou privées. Merci Frédéric. Je me posais la question, ces lignes non circulées, comment dire, la SNCF garde la propriété de ces lignes-là? Alors, il y a deux choses. Avant, quand une ligne était désaffectée, elle était rapidement déclassée, c'est-à-dire qu'elle était retranchée du domaine public ferroviaire, du réseau ferré national, et du coup, elle était aliénée et vendue éventuellement par morceaux à des communes, à des privés, etc. Ça, c'était la logique d'avant. Et puis, depuis quelques années, SNCF Réseau s'est dit, si on continue à brader ce patrimoine, on commet peut-être une erreur. Et il vaudrait mieux garder ces linéaires, parce que peut-être qu'un jour, on en aura besoin. Et donc, peut-être qu'il y aura besoin de réversibilité, peut-être qu'il faudra remettre des rails, peut-être qu'il faudra faire circuler des trains. Et donc, on le garde. On le garde dans le giron du réseau ferré national, mais quitte à le garder, autant le valoriser. Donc, valoriser, voie verte, usages multiples, patrimonial, vélo-rail, etc. Voilà. Donc, il y a une nouvelle posture de l'entreprise, de l'État et de l'entreprise SNCF qui gère le réseau national. Moi, j'étais très sensible à la valeur patrimoniale. C'est vrai qu'on est attaché. Hein. Moi, je viens d'une zone de montagne, tout à l'heure, pour vous, le Mont d'Or. Et ça a une importance capitale. Les gens ont pas envie que ça s'en aille, n'ont pas envie que ça tombe. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est important. Puis quand on va se balader, on voit beaucoup de petites gares ou de petites gares barrières qui ont été rachetées souvent. Et de façon très sympathique, c'est de plus en plus on en voit. Et je trouve que c'est bien, parce que c'était des beaux bâtis. Des bâtis relativement homogènes, hein, quelque part, mais c'était des beaux bâtis. J'avais une question, moi, sur les ateliers participatifs. C'est ma première remarque là-dessus. Comment ils marchaient, ces ateliers participatifs? C'était vous qui incitiez, ou vous aviez les élus? Comment Alors, ça se passait? C'est les deux. En fait, quand on arrive sur un territoire, c'est qu'il y a une commande à un moment donné, soit d'une collectivité locale, soit de la SNCF. Et donc, ça veut dire que on va faire des sortes de petits séminaires, hein, voilà, et donc on va demander aux acteurs locaux d'entrer en résonance avec ce qu'on fait, hein, pour que sur le territoire, ils puissent alerter beaucoup de monde. Et donc, quand on va prévoir une journée de séminaire ou une soirée, souvent c'est des soirées, la publicité aura été faite, le relais aura été fait par les acteurs locaux, et en principe, ça fonctionne bien. On a toujours des habitants qui viennent. Et voilà. En général, c'est les élus qui, sur le terrain. Oui, souvent. Alors, les élus, les techniciens des collectivités, voilà, mais en principe, ces séminaires fonctionnent bien, parce que quand on interroge des populations, elles ont des choses à dire. Ah, ça, clair, forcément. Une hein. Qui était chez toi, et voilà, et voilà. Et donc, elles ont des idées. Elles ont des idées à émettre, et des fois, qui sont des idées que personne n'aurait eues. Hein, voilà. Donc, c'est très intéressant de recueillir pour pouvoir ensuite construire des scénarios de développement. D'accord. J'avais une question, parce que ce que vous présentez est un peu, c'est pas passéiste, mais en fait, c'est de la récupération d'existants. Ah bah oui. Et est-ce que vous avez des actions plus prospectives, bien sûr, sur la dissémination de l'habitat, et finalement, comment est-ce qu'on va gérer les flux? Oui, et quand on a l'étude sur les gares périurbaines de Clermont, on est exactement dans cette logique-là. C'est de se dire, on a des flux de l'extérieur de l'agglomération vers le centre de l'agglomération, il y a du transfert modal de la voiture vers le ferroviaire, il va falloir être capable d'accueillir ces gens-là. Donc, comment on va faire? Parce que si on milite, si des acteurs de territoire militent pour qu'il y ait des transferts modaux, qu'on aille vers des modes plus propres, il faut anticiper tout ça. Et donc, justement, les modèles de développement, ils sont contraires de modèles passéistes, et ils sont des modèles
de prévision, de prédiction. Alors, votre question est très intéressante parce que c'est toute la difficulté du ferroviaire. C'est qu'on repose sur des vieilles technologies, on repose sur des espaces qui ont été construits il y a plus de 150 ans et qu'il faut orienter vers des besoins du futur. Donc, on est à la fois dans de la conservation, dans du patrimonial et à la fois dans de la projection. Et c'est souvent le grand écart, hein, d'ailleurs. Une autre question, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Moi, j'avais compris que les trains, en termes de dépenses énergétiques, de dépenses d'énergie, c'était intéressant. Ce qui coûtait cher, c'est le premier kilomètre, de mettre en route la machine. Une fois que la machine est partie, le coût énergétique est faible. Et donc, dans cette idée-là, les trains express régionaux qui s'arrêtent tout le temps, ça ne doit pas être très intéressant sur le plan énergétique. Et la deuxième question qui est un peu le corollaire de tout ça, à quoi ils fonctionnent ces trains? L'électricité toujours? Alors, c'est plein de questions. Alors, d'abord, l'aspect énergétique, oui, le train est économe en énergie, hein, même s'il peut continuer, s'il peut consommer au démarrage, il va après marcher ce qu'on appelle sur l'air, hein, c'est-à-dire en fait rouler parce que le frottement roue-rail, roue métallique est très faible. Et par exemple, pour donner une idée, si on prend un trajet Paris-Lyon en TGV, un TGV, pendant la moitié du trajet, il ne dépense aucune énergie. Voilà, pour donner. Et un TER, c'est pareil. Voilà. Donc, globalement, le bilan énergétique est très bon. Il est pas 50 fois ou 60 fois meilleur que celui d'une voiture. Donc, ça, c'est pour la première partie de la question. Alors ensuite, il y a une complémentarité, c'est que quand on s'interroge sur une comparaison modale entre le rail et la voiture, par exemple, il ne faut pas s'interroger que sur l'énergie, il faut s'interroger sur l'encombrement d'espace, il faut s'interroger sur la sécurité, sur la contribution au changement climatique, sur la capacité à acheminer des gens. C'est tout un ensemble qui permet la comparaison. Et le train est le mode le plus vertueux, si on fait la somme de ces paramètres, le train est le mode le plus vertueux que l'on ait. Voilà. Donc, pourquoi on a si peu de promotion? Eh ben, parce que je pense qu'on n'a pas fait prendre suffisamment conscience aux gens de cela. Hein, je reprends toujours l'exemple des déchets. Aujourd'hui, si on jette une bouteille en verre à la poubelle, tout le monde va se dire c'est pas bien de faire ça, même si certains le font encore, mais on va se dire c'est pas bien. Hein. Je veux dire, prendre sa voiture, on se dit pas c'est pas bien. Hein, voilà. Mais on pourrait faire tout. Oui, ça commence. Certains le disent pour l'avion aussi, dire ben non, ben voilà, hein, la honte de l'avion, ça arrive un petit peu, voilà. Donc c'est quelque chose qui est important, hein, c'est le volet pédagogique, comme pour tout, hein, de sensibiliser les gens. Et puis la seconde partie de ta question, c'était de dire à quoi sont propulsés les trains, avec quelle énergie. Alors donc, il y a une grande partie du trafic qui est sur réseau électrifié. Donc ça, bon, après, on peut s'interroger sur la manière dont on produit l'électricité, mais ça, c'est une autre question. Et ensuite, sur les autres parties, on est sur des modes d'énergie fossile pour l'instant, mais ça évolue très rapidement parce qu'aujourd'hui, les régions sont en train de commander du matériel à hydrogène qui sera opérationnel d'ici 2 ans, 3 ans, hein, donc la transition va se faire très vite. Et ces gros moteurs à hydrogène sont particulièrement bien adaptés à des gros véhicules. Et donc, pour un train, on peut installer tout le nécessaire pour faire avancer le véhicule. Et puis, donc, on travaille sur des systèmes mixtes, hein, d'engins qu'on appelle bimode ou trimode, donc à la fois électriques, à la fois avec des batteries pour leur assurer une autonomie sur les zones non électrifiées, et puis donc de l'hydrogène. Donc voilà. Donc c'est un système en partie fossile encore, mais qui va vite se convertir. Et c'est là tout son intérêt. Je reprendrai ce que disait Frédéric tout à l'heure. On a quand même on a 120 personnes à peu près à l'université sur 3600, c'est pas énorme, mais qui viennent au travail en train les matins. Les gens sont très satisfaits en général parce que tu peux te détendre, lire, prendre ton ordi pour finir de corriger tes copies, etc. Donc on en a quand même un certain nombre. Et quand on avait mené l'enquête en 2018 pour la mise en place de notre plan de mobilité, il y avait une appétence pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui demande qu'à redémarrer.
On a en particulier, c'est surtout de Rion, hein, les plus gros. Et Issoire, enfin, les deux axes. Histoire, voilà, c'est Histoire et Rion quand même. Et avec l'arrêt, par exemple, à la Part-Dieu pour monter aux saisons, on a quand même un certain nombre de collègues qui le font. Il n'y a pas assez, bien entendu. Mais c'est quelque chose, on parle de télétravail de plus en plus, aussi une chose comme ça, avec des gens qui vont partir, qui partent des villes pour aller un petit peu plus en campagne, etc. Donc, je pense que ce sont effectivement des modes de transport qui sont amenés à grossir, à évoluer, en tous les cas, dans le bon sens. Et les collègues, quand on fait les enquêtes en interne à l'UCA, il y a des collègues qui prennent le train. Donc, ce n'est pas que le train, c'est train plus marche, train plus trottinette ou train plus vélo. Nous renvoie deux choses. C'est que ça leur fait faire de l'exercice pour l'approche de la gare et ça les intéresse parce que c'est mieux que d'aller dans une salle de sport. Hein. Et puis, deuxièmement, c'est la manière dont ils consomment leur temps. Ils consomment du temps utile parce que quand on est dans le train, on peut faire tout un tas de choses, y compris continuer sa nuit ou lire ou travailler, etc. Donc, en fait, ceux qui le font sont très satisfaits de cela. Oui, et puis de plus en plus, on a des collègues, on le voit avec les ordres de mission, etc., qui se déplacent en train pour aller à Paris plutôt qu'en avion aussi. Globalement, à une demi-heure près, de porte à porte, ça revient quasiment au même. Et les gens sont mieux parce qu'ils n'ont pas les temps d'attente dans les aéroports, ils n'ont pas les déplacements, les taxis, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui revient quand même. Et il y a aussi un autre élément, ce n'était pas le propos ici, mais c'est celui du coût pour l'usager, hein, avec les abonnements, etc. Quand on prend sa voiture, on multiplie ses coûts par 4 ou 5, hein, ses coûts de déplacement. Et si on y ajoute les externalités au transport, ce que j'ai dit, la contribution au changement climatique, etc., alors là, c'est terrible. Hein. Donc, ça veut dire qu'on se fait mal au portefeuille et on fait mal à la planète hein, quand on utilise les accidents de voiture. L'ensemble. Ouais. Et en lien avec ça, dans le plan de relance du gouvernement, il a été, je regardais, je ne me souviens plus, mais 4 milliards qui sont mis sur la table pour la SNCF, justement pour relancer le ferroviaire. C'est 4 milliards, je pense, pour la SNCF. Et je ne sais pas, alors moi, je n'ai pas regardé ce plan de relance, mais en l'occurrence, là, pour vos travaux de recherche, peut-être pour l'avenir, en quoi ça va, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ce plan de relance. Oui, bien sûr. Voilà, comment, qu'est-ce que ça peut impliquer? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un financement massif que la SNCF a rarement connu, et qu'est-ce que ça peut impacter vos recherches? Oui, alors, deux éléments de réponse. D'abord, ce n'est pas massif, parce que si tu prends les Allemands, ils ont fait un plan de relance en 10 ans du ferroviaire, c'est 60 milliards plus 22 milliards pour l'entreprise Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF. Donc, pour 10 ans, maintenant, c'est une transition climatique, une transition vers le développement durable, et on met l'argent là-dessus. Voilà. Donc, la France fait un petit peu. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, mais on regarde ce que fait l'Allemagne, c'est vraiment… Et l'Allemagne s'est donné 10 ans. Ce n'est pas sur 30 ans ou 40 ans, c'est sur 10 ans. Donc, ça veut dire que la transition va se faire très vite. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux choses dans cette transition allemande. C'est redynamiser le réseau, le remettre à neuf, réouvrir des lignes, remailler, etc. Et c'est abaisser les tarifs pour que les gens, spontanément, arrivent au train. Voilà. Et donc, ce plan de relance en France, pour répondre à la deuxième partie de ta question, alors oui, c'est intéressant parce qu'il abonde le budget de la SNCF et donc ça va permettre des possibilités d'investissement, mais on regarde ce qu'il faudrait faire, c'est peu. Hein. Une ligne nouvelle à grande vitesse, c'est entre 15 et 20 milliards, hein, pour donner une idée. Voilà, donc c'est peu de choses, une fois que ça sera réparti sur le réseau, avec beaucoup de retard, parce qu'en fait, le problème de la SNCF, c'est son endettement. Et donc, je ne sais pas des économistes que je vais apprendre ce qu'est l'endettement, mais il y a quand même deux choses. C'est que l'État français a fait financer une grande partie du programme de TGV depuis les années 80 par l'endettement de la SNCF, et non pas par ses propres fonds. Hein, voilà. Et donc, ça veut dire que la SNCF supporte un endettement fort. Et ce n'est pas un déficit d'exploitation, contrairement à ce qu'on pense souvent. Hein. Certaines années, la SNCF est excédentaire dans ses comptes d'exploitation. Et donc, du coup, ce plan de relance, c'est pour essayer de gommer une partie de ce déficit qu'a le train-balle depuis très, très longtemps. Il me semble que l'État a absorbé une partie de la dette. Déjà, oui. 2 ans, 3 ans, voilà, c'est ça. On absorbe le dette et donc il fait très confiance pour investir. C'est ça.
Donc, si ça a un coût de 50 milliards, ils ne pourront pas investir. Non, il y a toujours un delta, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, pour la région Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, pour remettre le réseau à niveau, c'est-à-dire pour rattraper tout l'investissement qui n'a pas été fait depuis 20 ans, il faut 4 milliards. Bon, il faut 4 milliards, on en investit 3 à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire qu'il en manque un. Et donc, ça veut dire qu'on fait des choix et qu'on met un peu la poussière sous le tapis et qu'on dit, bon, voilà, on va attendre. Et donc, on ne résout jamais le problème qui va se représenter. Voilà. Voilà, donc merci Frédéric.